Il y a de ces écrivains qui touchent la vie comme si elle était une caresse. Non, un objet rare, un bel objet, une œuvre d'art. Il y a de ces écrivains qui marchent pour faire de la rue une nuit chargée d'éternité, chargée de soleil, chargée d'absence. Chers amis de cette émission, je vous le dis en vérité, il existe de ces écrivains qui fument leur cigarette deux fois. D'abord sans l'allumer, puis en l'allumant, si mémoire de ça, ils en auraient. Chers amis de cette émission, il y a de ces écrivains qui disent « Et puis, la fidélité, merde, elle a été égorgée. » Aïe, 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 ce sera chaud. Aujourd'hui, je vous présenterai une plume qui n'a pas de culotte. Elle s'appelle Jean-Billy Mon Désir. Et ça se passe sur les gens de lettres. À un poète, il faut toujours dire « tu ». Surtout quand ce poète écrit des petites culottes et s'appelle Jean-Billy Mon Désir. Surtout quand ce poète écrit « chaque culotte était une rumeur ». Jean-Billy Mon Désir, je m'autoriserai le tutoiement pour te parler. Est-ce que les culottes sont toujours des rumeurs? Bonjour D'Angelo, mais quelle belle façon de commencer, hein? Le tutoiement, et ça me va bien, ça me met dans l'assiette des gens de lettres. Les gens de lettres se tutoient. N'est-ce pas Prévert qui l'a dit? On dit tu à tous ceux qu'on aime, on dit tu à tous ceux qui s'aiment. Les culottes seraient des rumeurs, toujours des rumeurs? En poésie, oui, parce que la poésie a ce besoin d'intimité, mais surtout, ce n'est pas l'intimité en soi, mais surtout d'une certaine proximité avec l'intimité. Et la poésie, c'est quelque chose qui frôle. La poésie ne saisit pas. La poésie frôle les choses. Et c'est là que me vient l'idée de la rumeur. La poésie existe-t-elle en dehors des choses? Ou bien les choses seraient une forme de poésie que le poète saisirait? Ben, la poésie se faufile entre les choses. La poésie, c'est quelque chose qui marche dans une forêt et qui sait très bien éviter les arbres. Et c'est sa danse entre les arbres qui est poésie, tu vois. C'est sa danse entre les arbres qui importe. Et les choses en soi ne sont pas poésie. Eh bien, les choses en soi, c'est tout l'harmonie. Les choses en soi participent à cette danse parce qu'il ne faut pas heurter le décor. La poésie, c'est en ne heurtant pas le décor que la poésie prend forme. Donc la poésie se fait avec les choses. La poésie existe avec les choses. Et c'est tout ça. C'est la poésie et les choses qui est la poésie. La poésie en elle-même n'existe pas. C'est une poésie qui cohabite avec les choses et c'est la beauté, c'est l'harmonie de cette cohabitation qui est poésie. La poésie va-t-elle toujours vers la beauté ou bien court-elle vers une certaine intelligibilité du réel? La beauté, l'intelligibilité, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie qui compte. Ce n'est ni la beauté en soi, ni l'intelligibilité en soi, parce que d'ailleurs, l'un n'efface pas l'autre, l'une n'efface pas l'autre. On fait avec, la poésie fait avec. Je ne suis jamais
de cet avis sur l'hétérogénéité de la vie, quoi. Moi, je ne suis jamais d'accord avec cette idée arrêtée que la vie doit être ou hétérogène ou homogène. Mais non, c'est à la fois les deux. Quand je regarde un arc-en-ciel, je ne me dis pas que c'est beau, le spectacle de l'arc-en-ciel est beau parce qu'il y a 7 couleurs ou parce qu'il y a plusieurs couleurs. Et je ne cherche pas à identifier ce que chaque couleur apporte de toute la beauté de l'arc-en-ciel. Ce que je me contente à constater que c'est beau ce que je suis en train de voir, sans même me rendre compte que cette beauté-là c'est l'harmonie qui existe, c'est une fusion entre plusieurs beautés, c'est-à-dire la beauté qu'apporte chaque couleur elle-même. Emmanuel Kant dirait que le beau, c'est ce qui plaît universellement et sans concept. Si nous disons de la poésie qu'elle est une usine qui fabrique du beau, quelle serait l'identité du beau poétique? Quelle qualité de beau la poésie produit-elle? D'abord, je ne crois pas que ce concept d'universalité puisse vraiment exister parce que nous sommes des particules. Et que serait-ce l'universalité? Et je ne crois pas. Bon, moi, je ne crois pas que ce concept d'universalité puisse exister, surtout quand on parle de beau, parce que nous sommes des particules. Et ces particules sont distinctes. La poésie est une usine qui produit du beau. Quelle est, j'embellis mon désir, l'identité de ce beau, si vous partagez le point de vue? Oui, d'abord, je refuse de croire que la poésie soit une usine, parce que l'usine répond à un besoin. Un besoin de marché. L'usine fournit. L'usine, c'est un fournisseur. Et je ne crois pas. Et moi, je n'ai pas ce rapport avec la poésie. Et mon rapport avec la poésie, c'est un rapport intime. Je ne connais pas de poésie qui ne soit pas quelque chose de chambre. Je ne connais pas de rapport avec la poésie qui ne soit pas un rapport de chambre. Et dans une chambre, on ne pense pas à une production. C'est pas dans un laboratoire que la poésie se passe. Sinon, un laboratoire intérieur, bien sûr qu'il y a la rigueur, bien sûr qu'il y a le travail, mais tout ça, c'est un rapport intime avec... tout ça se produit dans un rapport intime. Ce travail-là, cette rigueur-là, et le produit qu'on a, ce n'est pas un produit pour la consommation. En tout cas, dans sa production, on ne pense pas à une consommation. Et l'usine me fait penser à cette idée. Dans sa production, dans la production de la poésie, on ne pense pas à la consommation. Et je suis très inconfortable avec l'idée d'usine. L'idée d'usine ne correspond-elle pas à la perspective suivante? L'œuvre poétique, le rendu poétique, rentre dans une économie de la création. La poésie se vend. Ouais. Très bien. Mais moi, je ne suis pas dans le commerce. Je suis dans la création. Et j'avais utilisé par abus de langage le mot production, mais le bon mot, c'est la création. Moi, je suis dans la création et je dois séparer tout ça. Et je pense qu'il y a d'énormes différences entre la distribution, entre l'édition, entre la commercialisation, en un mot, et la création. Moi, je suis un créateur et ça, c'est mon métier. Et il y a d'autres métiers qui interviennent
dans le circuit du livre, dans le circuit de la poésie, et il y a d'autres gens pour faire ces métiers-là. Mais moi, je me contente à créer. Et quand je crée, je dois me séparer de tout ça parce que, heureusement, il y a des gens pour le faire. Es-tu Dieu quand tu crées? Dieu revient toujours. Moi, je ne pense pas à lui. Si je dois être Dieu, je ne sais pas qui je suis parce que je ne pense pas à Dieu. Comment peut-on ne pas penser à Dieu? Eh bien, on se dit que on est homme et on se limite à sa nature humaine et on utilise d'autres vaisseaux pour atteindre l'au-delà, qui est la poésie par exemple. Ouais. Et je refuse, en le disant, je pense ce qui vient tout de suite à l'idée des téléspectateurs, c'est que la poésie serait Dieu, ce que je refuse aussi. Je refuse que la poésie soit Dieu. Je refuse de penser à lui. Je veux fuir ce dictateur. Il est partout. Je refuse son omniscience, son omnipotence. Je refuse. Il existe déjà, même en refusant de penser à lui. Peut-on lui supposer une existence? On ne peut lui supposer une existence sans penser à lui. Moi, je ne pense pas à lui. Et si quelqu'un te dit qu'il est athée? Eh bien, parce que c'est quelqu'un. Quelqu'un peut être n'importe quoi. Quelqu'un peut être croyant aussi. Il peut être athée. Et moi aussi, je suis quelqu'un. Et le quelqu'un que je suis ne pense pas à Dieu. C'est ça qu'on va appeler l'agnosticisme. Vous êtes un agnostique dans le sens où l'idée de Dieu, la perspective de l'existence de cette force qui serait à l'origine des choses, ça ne vous intéresse pas. Mais la fameuse question qui taraude toute l'histoire de la philosophie, et c'est cette question-là qui, à mon sens et au sens de plus d'un, qui va participer à fabriquer les dieux. Si on te pose la question, Billy, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment peux-tu répondre à cette question sans penser à Dieu? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien, tu vas te rendre compte, D'Angelo, qu'on passe déjà beaucoup de temps à parler de Dieu. Parce que Dieu, il nous oppresse, il est partout. Mais il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être là, dans ce moment-là, dans cet instant-là que nous partageons pour parler de poésie. On peut entamer tous les débats du monde, on peut entamer toutes les discussions du monde et toujours il y a un moment où Dieu surgit. Et ne parlons pas de lui, ne pensons même pas à lui. Penser à des petites culottes, serait-ce là la meilleure façon d'esquiver l'idée de Dieu? On peut penser à tout ce qui fait partie de la vie, mais ce n'est pas à des petites culottes précisément qu'il faut penser. Il faut penser à la vie, il faut penser à vivre. Et à un certain moment de la vie, de cette chose, de ce déroulement, on croise sur son chemin des arbres, des feuilles, des fleurs, des coqs, des poules, d'autres hommes, d'autres femmes, leurs vêtements, leurs sous-vêtements et leur intimité et tout ça. Donc on pense à tout ça, on pense au déroulement de tout ça et pas aux petites culottes précisément.
Il y a une odeur informelle qui traverse tout le texte. Il y a même une odeur de pamphlet. Tu écris et puis la fidélité, merde, elle a été égorgée. Qu'as-tu contre la fidélité? Eh bien, parce que je pense que c'est le mensonge le mieux emballé de l'humanité, ça, la fidélité. Et ce texte, je l'ai dit dans l'œil somnambule. Et dans l'œil somnambule, quand je parle de l'œil somnambule, je parle du Qui est une pénis. partie des petites culottes. Voilà, qui est un poème des petites culottes. Je parle du pénis. Et j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué qu'il y a une haine contre les dictatures, un engagement contre les dictatures. Partout, on les chasse, on n'accepte plus la dictature. Mais je remarque qu'il y a un dictateur auquel on ne touche pas. On ne touche pas à ce dictateur. C'est le pénis. Et le pénis, c'est un dictateur. Le pénis est comme Dieu. Il est partout. Il surgit dans toutes les discussions. Il surgit dans tous les débats. Et je me dis, sous l'emprise de cette dictature-là, de la dictature des pénis, nous ratons beaucoup de choses. Nous ratons beaucoup de choses de toutes les possibilités qui puissent exister entre deux corps. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi ne pas, pour une fois, attaquer cette dictature? Et le ton, ce ton-là, dans ce texte, dans l'œil somnambule, c'est un ton contre le pénis. C'est plutôt contre le pénis que contre l'infidélité, que contre la fidélité, parce que d'ailleurs, ces concepts, ce sont des concepts, ce sont des décrets de ce dictateur, la fidélité, parce que ce dictateur a voulu qu'il y ait un vagin à lui seul, un vagin disponible. Et voilà à quoi la dictature du pénis nous réduit, à un pénis et un vagin, comme si on était ces deux organes-là. Comme si dans la rue, il n'y avait que des pénis passants et des vagins passantes. Mais arrêtons-nous un peu sur cette question. On peut se mettre avec quelqu'un en lui supposant plein de défauts. On peut ne pas toujours aimer la couleur de ses yeux. On peut toujours trouver que la personne ne parle pas assez bien, manquerait de culture. On peut toujours épouser l'autre, se mettre avec l'autre si on le trouve corpulent ou très mince. On peut toujours lui supposer plein de défauts. On peut toujours accepter ses déficits. Mais Billy, on ne pardonne pas à l'autre un déficit sexuel. L'autre doit être sexué pour qu'on se mette avec lui. Est-ce que dans tout ça, Billy, le pénis et le vagin, est-ce que ce ne seraient pas là les épicentres des relations amoureuses? Oui. Moi, je pense que le pénis et le vagin, ils remplissent une fonction reproductrice. Mais la sexualité, en fait, le sexe, l'acte sexuel, c'est tellement plus large que ça. Et c'est pourquoi on exige les préliminaires. Et pourquoi, et même au-delà des préliminaires, il y a tellement de zones à exploiter, il y a tellement de zones à explorer dans l'acte sexuel. Et le pénis bouffe tout ça. Parce que le pénis est pressé, comme tout dictateur d'ailleurs. Les dictateurs sont pressés. Ils prennent la voie la plus facile, la plus rapide, la répression. Et on est dans un moment avec l'autre, on partage un moment avec l'autre, et il y a un dictateur
qui empêche l'exploitation de toutes les possibilités de ce moment. Et c'est un dictateur qui est pressé, on ne sait pas pourquoi. Il vient, il ne faut rien, il s'en va. Des petites culottes, le titre de ton recueil de poèmes, serait donc un cri contre la dictature du phallus. Exact. Mais l'absence est là aussi dans ce recueil de poèmes. Chaque jupe écriture est un trou d'absence. Mais quand l'autre n'est pas là, comment peut-on le fréquenter maintenant? Voilà. Et justement, par exemple, quand l'autre n'est pas là, et l'autre n'est pas là parce que l'autre n'est pas un vagin. Il y a toujours un vagin quelque part, mais il peut ne pas avoir l'autre. Et l'autre, c'est l'autre qui peut être absent. Et moi, voilà quelque chose qui m'a toujours intrigué, l'absence. Comment se fait-il que dans sa vie, on sent quelque chose, on sent un vide. Et c'est l'absence. Il n'est pas donné à tous d'être absents parce que je pense qu'on n'est pas absent quelque part seulement parce qu'on ne s'y trouve pas. Ce n'est pas ça l'absence. On est justement absent d'un lieu parce que on ne peut le quitter. On ne peut pas quitter ce lieu. On ne peut être absent de ce lieu. On est absent parce qu'on ne peut pas être absent. Et on ne peut ne pas être là. Voilà. Et voilà, ça intrigue. Et c'est justement, ça intrigue justement pour ça. Justement parce que l'autre, ce n'est pas un vagin. L'autre, c'est toutes les fois que le pénis s'était tu pour nous donner l'occasion de nous découvrir. Allons vers ton processus de création et essayons d'associer ça à l'idée de l'absence. Quand tu écris, as-tu des souvenirs de toi absents pendant le processus d'écriture? Ouais. Je ne peux pas avoir de souvenirs de moi absent parce que je ne peux pas être absent de mon lieu. L'absence, c'est ce que l'autre ressent de son lieu. L'absence, c'est ma présence dans un lieu où je ne me trouve pas. C'est ça l'absence. Je peux pas être absent. Voilà, l'absence c'est ça. L'absence c'est ma présence dans un lieu où je ne me trouve pas. Jean-Billy Mon Désir, tu écris dans Des petites culottes, je voudrais me lever enfin, mais comme un chien, pour vivre sans la journée. Est-ce que, sur ces vers-là, vous ne dites pas votre refus de votre condition humaine, votre volonté de sortir des carcans de l'humanité pour tendre vers quelque chose d'autre? Oui, mais pas de ma condition humaine, mais de ma condition sociale. Parce que ce n'est pas humain de ne pas avoir sa journée. Ce n'est pas humain d'être privé de sa journée, d'être obligé de se réveiller comme un chien dans la sémiologie haïtienne, d'être obligé, d'être forcé à se lever comme un chien pour éviter la journée. C'est plutôt la condition sociale que je refuse et non ma condition humaine. Au contraire, je revendique ma condition humaine et je pense qu'il est humain de pouvoir jouir de sa journée. Et tu continues dans ce même poème en disant « La journée, elle est à vendre. Ouais. Je n'ai pas d'argent. » Où
vantons les journées. Eh bien, c'est ça. Et je l'avais dit, j'ai ce rapport avec la poésie, ce rapport de feeling, pas seulement avec la poésie, avec l'art en général. Quand j'écris et quand je lis, je m'amuse, je joue. Je joue malheureusement ou peut-être heureusement avec le feu, mais c'est un jeu. Je suis en train de jouer et je joue avec... Je suis un enfant qui n'a pas de jouets et qui fabrique ses jouets. Je joue avec le langage, avec ce que les mots ont dans mon univers, dans mon environnement de sens. J'aurais été français, je n'écrirais pas je voudrais me lever enfin, mais comme un chien, pour vivre sans la journée. Parce que je pense qu'en Europe, les chiens ont une journée et ont de belles journées avec leur maître, en promenade, etc. Donc, c'est avec cela que je joue. Je joue avec tout ce que je trouve, avec le côté absurde de cette vie, le côté absurde de cette condition sociale, etc. Donc, c'est un jeu. Et qu'est-ce qu'il y a d'absurde dans cette condition sociale? Moi, je la trouve bien, Billy, la vie. Eh bien, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie en soi, mais c'est la vie qu'on veut me vendre. C'est la vie qu'on me donne par compte-gouttes. C'est la vie avec ses barrières. Et qui te donne cette vie à compte-gouttes? Qui a ce pouvoir de donner la vie, Billy? Et ça me fait penser à un poème de Cavafy, ce grand poète grec. Et il faut le dire, j'ai ce rapport clinique aussi, thérapeutique avec la poésie. Moi, je choisis les poèmes qui peuvent me guérir. Et voilà un poème de Cavafy et qui, un matin, m'a parlé et m'a dit, sans égard, sans pitié, sans aucune honte, ils ont dressé autour de moi de hautes murailles. Je m'y désespère à présent, obsédé par le destin qui me dévore. C'est que j'avais tant à faire à l'extérieur. Ah, ces murs, comment n'ai-je rien remarqué? Pas l'ombre de maçon, pas le moindre buis. Imperceptiblement, ils m'ont coupé du monde. Voilà un poème qui répond à ta question. Qui est il? Eh bien, voilà, c'est imperceptible. Et c'est pourquoi ce poème est intéressant. Non, c'est parce qui est que il, l'homme, Billy? eh bien, c'est parce que l'homme, en se promettant, l'homme qui se promettait d'abolir les frontières, d'abolir les barrières, eh bien, l'homme n'a réussi qu'à les rendre imperceptibles, c'est-à-dire plus agréablement insurmontables. Eh bien, ces îles, ce sont ceux qui détiennent le capital. Et le capital ne reconnaît pas à tous le droit d'avoir un instant, c'est-à-dire la journée. Ce sont les détenteurs du capital qui font de la journée une marchandise. Oui, qui font de tout une marchandise, la journée, Même de nous, Billy. la journée, Même de nous. la vie, même de nous aussi. Mais Billy, nous ne sommes pas des marchandises. Nous avons notre liberté de mouvement, notre liberté de penser, notre liberté de parole. Nous avons la possibilité de nous épanouir, de construire des richesses, d'aider les autres. Oui. Nous ne sommes pas des marchandises. Oui. Eh bien, tu as cette prétention d'Angelo parce qu'ils ont réussi à rendre ces murs imperceptibles. Mesdames et messieurs, nous vous retournons après cette courte pause. Comment peut-on savoir qu'un texte poétique n'est pas du théâtre, n'est pas une nouvelle, n'est pas un roman? Eh bien, ça, c'est de l'ordre
De l'édition, d'abord, il y a une culture et je ne suis pas de ce lieu-là. Je suis du lieu du créateur. Et le créateur, c'est un feeling qui passe. Et de nos jours, c'est le texte une fois. C'est l'éditeur, c'est celui qui est de l'autre côté, celui qui est du côté du commerce, qui, une fois qu'il aura récupéré le texte, décidera. Mais moi, de mon lieu, je sais que je m'amuse. Ça, c'est pas mon lieu, ça. C'est pas mon lieu. De mon lieu, je suis un créateur, je m'amuse, je fais mon texte. Et il y a quelqu'un qui décidera, ou bien parce qu'il est motivé par le commerce, décidera que c'est un roman, que c'est de la poésie ou que c'est du théâtre. Ou bien il a une éducation éditoriale qui lui dit, eh ben bon, ça c'est de la poésie, ben bon, ça c'est du roman, etc. Mais moi, ce qui me gêne avec ça, c'est que tout ça répond à un besoin de roman, un besoin de poésie, un besoin de théâtre. Et mon besoin, moi, c'est de m'amuser constamment avec les mots parce que mon équilibre mental en dépend. J'ai ce rapport clinique, je crois l'avoir déjà dit, j'ai ce rapport clinique avec l'écriture et aussi avec la lecture. Dans mon lieu, j'écris et il y a des gens pour décider de comment ils vont le publier, de ce qu'ils vont en faire. Ce rapport que tu as avec l'écriture est autant clinique que badin. Le lecteur qui ne souhaite pas jouer, comment peut-il lire Jean-Billy Mon Désir? Le lecteur sérieux, rigoureux, en besoin de signifiance, comment peut-il lire un auteur qui s'amuse? Eh bien, on vient toujours à la poésie pour s'amuser, mais pour s'amuser avec le feu, pour s'amuser avec l'utile. Et je suis de ce lieu-là, je suis dans l'inutile et toute mon utilité, c'est l'utilité de l'inutile. Parce que quand l'utile nous égorge, c'est vers l'inutile qu'on va. C'est vers l'inutile qu'on va se réfugier, qu'on va trouver abri. Et moi, voilà ce que la poésie peut procurer à un lecteur. Et quand je parle de jeu, quand je produis un texte, quand je crée un texte, c'est ça le mot, quand je crée un texte, je suis en train de m'amuser, mais m'amuser aussi avec l'utile, avec ce qui oppresse l'autre. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il veut laisser de côté, ne serait-ce que pour quelque temps, l'utile, il vient vers ma poésie. Et c'est aussi pourquoi, à chaque fois qu'il est nécessaire de combattre l'utile, la poésie, entre ses mains, devient une arme. La poésie, si elle est utile, elle n'a pas de valeur, Billy. Elle est un instrument, elle est empêtrée dans un utilitarisme et comme l'aurait dit les Congolais, tout ce qui est comptable n'a pas de valeur. Une poésie utile ne mérite pas la vie. Eh bien, elle est comme toutes les choses qui existent. Voilà. C'est son inutilité qui est utile. En fait, son utilité, c'est son inutilité. Parce que l'inutile est aussi utile. Parce que l'utile, quand l'utile nous égorge, et d'ailleurs, l'utile déjà a une limite. Et la limite à la limite de l'utile commence l'inutile. Et l'utile ne peut pas être infini. Et c'est ce rapport, c'est ce dialogue entre l'utile et l'inutile qui rend à la poésie son utilité et
elle-même, est inutile, la poésie, et toute son utilité est son inutilité. Donc, la poésie joue sur les deux tableaux. Mais cette poésie-là, toute utile et toute inutile qu'elle puisse être, est-ce qu'elle ne participe pas de ce fait à dégrader l'essence humaine, dans le sens où, quelque part, elle nous met dans un schème utilitariste? Eh bien, la poésie, elle est née de l'essence humaine. Et parce que la poésie, je l'avais déjà dit, je ne connais pas, à mon sens, la poésie est incontournablement, la poésie est essentiellement fétichiste. La poésie joue avec les périphéries. La poésie rôde, la poésie rôde autour de l'homme, autour de l'humain, autour de l'essence humaine. Et ça vient de là, quoi. Et comment devient-on poète autant qu'on y est? Quel est le modus operandi? Eh bien, on devient poète quand il y a quelqu'un qui trouve que ça, ce qu'il produit, ce que produit celui-là peut être vendu comme étant de la poésie, et la poésie est née d'un poète, et ça, c'est une question de vocabulaire. C'est une question de vocabulaire. Mais fondamentalement, le poète, il est un créateur, il crée son truc. Et je me demande, est-ce que le poète se dit qu'il écrit de la poésie? Et c'est une question qui vient d'arriver. Et moi, je me le demande là maintenant. Est-ce que je me dis que quand j'écris quelque chose, est-ce que je me dis, bon, je vais écrire de la poésie, je vais écrire un poème? Est-ce que je me dis ça? Ou je me dis tout court, je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose, et les matériaux avec lesquels je vais créer ce quelque chose, ce sont les mots. Et ma méthode, c'est le jeu. Et je joue avec ces mots-là. Dans une démarche un tantinet jurassienne, quand tu écris toi, quand tu écrivais Mes petites culottes, dans ce processus-là, qui était le plus important? Toi ou le texte? Entre toi et ton texte, et ton recueil de poèmes, Mes petites culottes, qui est le plus important sur Terre? Je dirais le texte. Je dirais le texte parce que c'est pas le texte, c'est toi, Billy, c'est toi qui écris le texte. oui, mais c'est le texte parce que je ne peux ne pas l'écrire, le texte. Mais le texte ne t'écrit pas. Mais bien justement, je me demande, est-ce qu'en écrivant, je ne suis pas écrit? Ou bien c'est toi le texte? Eh bien, le texte, je l'écris parce que je sais, j'ai cette conscience. J'ai la conscience que je serai sauvé par le texte. Et j'aurais même repris Marguerite Duras, qui pense qu'il écrit pour s'effacer et pour donner sa place au texte et faire en sorte que le texte devienne plus important que lui. Et c'est ce point de vue-là qui me dérange un tantinet. Si le texte émane de l'auteur, l'auteur produit du texte, ça sort de lui. Donc s'il est dans les possibilités de l'auteur de faire du texte, ce texte-là, produit par lui, ne peut pas être plus important que lui. Parce qu'il se reproduit. Le texte n'est qu'une copie de l'auteur. Mais la question, c'est entre l'auteur et le texte, qui produit l'autre? Et je pense qu'il n'existe pas, d'auteur sans texte, mais le texte existe. Parce que la littérature, la poésie, c'est là.
c'est comme un élément invariant dans toute expression de la, j'ai envie de dire, de la beauté, mais de la liberté. Je pense que c'est le mot. Dans toute expression de la liberté. Et la liberté, ça nous dépasse. Et je ne connais de gens qui arrivent à accepter une situation d'esclave. Je pense que c'est essentiel la liberté et ça nous dépasse, c'est incontournable, Mais autant qu'on y est, en parlant de liberté, est-ce que le texte est libre de l'auteur? Est-ce que le texte ne porte pas toujours la marque de l'auteur? Et que cette idée-là, cette théorie littéraire qui consisterait à dire que le texte aurait une identité autonome de l'auteur, ne serait-ce pas là que de la rhétorique, Billy? Pas du tout. Je pense qu'effectivement, le texte est autonome. Le texte, je dirais même, est indépendant de l'auteur parce que il y a un intervenant dans la chaîne du livre qu'il ne faut pas buffer. C'est le lecteur. Et le texte, quand le texte ne peut pas aller vers le lecteur sans être libre. Et le lecteur, c'est le lecteur, quand il choisit un texte, c'est une liberté qu'il choisit. Une liberté qu'il choisit. Et donc, tu serais dans cette logique qui fait écho au tenant de l'esthétique de la réception, Daniel Pennac, qui nous dira que, au final, le lecteur, il participe activement au processus de création de l'œuvre. Exactement, parce que le lecteur ne lit pas toujours l'œuvre que le créateur a fait. C'est pas parce que le lecteur arrive aussi avec la création continue. La création ne s'arrête pas à la chambre du créateur ou à l'atelier du créateur. La création continue et la création, c'est un long parcours, un long cheminement vers toujours la liberté. Lorsque le lecteur, prenant quelqu'un qui lit Mes petites culottes, ton recueil de poèmes, si Des petites culottes. Des petites culottes, si ce lecteur déborde ton idéation, ton tempérament d'auteur, ta volonté de dire, il ne lit pas Des petites culottes, il lit forcément un autre livre qui se crée lui-même. Ouais. Quand le lecteur déborde de ta volonté de dire, il n'est pas dans ton texte, Billy. Il est dans un autre texte. Oui, parce que on ne dit pas quelque chose seulement parce qu'on écrit, on peut aussi dire quelque chose parce qu'on lit. Et j'ai ce rapport avec la lecture. Par exemple, je viens de dire un texte de Cavafy, Muraille. Mais en lisant Muraille de Cavafy, je parle. Et oui, je parle en lisant Muraille de Cavafy. Je parle, je dis des choses. Et ce que je dis en lisant ce texte n'est pas forcément ce que Cavafy disait en l'écrivant. Et il faut toujours, moi, le lecteur n'existe pas au moment de la création parce que c'est par respect pour sa liberté que je l'efface, le lecteur. Et l'œuvre, une fois créée, devient libre, devient un élément du décor, comme le lecteur qui va s'approprier cet élément du décor, en faire sien et décidera
de le poser sur une table avec des fleurs à côté, décidera de le poser sous son oreiller, décidera, voilà, il décidera d'en faire ce qu'il veut. En ce moment, quelle est l'actualité de Jean-Billy Mon Désir? Sur quel projet tu es maintenant? Moi, je suis toujours sur un projet. J'écris régulièrement et il y a plein de projets, hein. Il y a plein de projets maintenant. J'écris régulièrement et surtout, je ne suis jamais attaché à un projet. Je ne suis pas un créateur fidèle. Je suis très infidèle. J'épouse de temps en temps d'autres projets. Je lâche quelques-uns pour les reprendre après, etc. Donc, même dans mon silence, je suis très actif. La littérature n'est pas nécessaire au monde. On peut vivre sans. Tu partages ce point de vue? Je ne crois pas qu'on peut vivre sans littérature parce que je ne crois pas qu'on peut toujours rester dans l'utile. Il faut de temps en temps sortir de l'utile pour aller vers l'inutile et je ne crois pas qu'il y a d'inutile plus vaste que la littérature. Quel est ton rapport avec le langage, Billy? Comment tu domestiques cette chose-là? Comment tu procèdes pour permettre à cette chose-là de porter ton projet de diction? Eh bien, c'est un rapport de feeling, un rapport ludique. Je joue avec le sens des choses, je joue avec l'histoire des choses. Voilà. Et la littérature, Billy, si tu avais un titre en tête, un titre de livre qui t'a beaucoup marqué, quel serait ce titre? De mes livres D'un auteur haïtien ou étranger, un auteur quelconque. Alors, je suis là dans ton panthéon littéraire, un livre qui t'aurait marqué. Si on te dit un titre. L'énigme du retour. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous présenter Jean-Billy Mon Désir, auteur de Des Petites Culottes et qui travaille en ce moment sur un autre projet littéraire. Il n'a pas dévoilé l'identité de ce projet, mais nous espérons Jean-Billy Mon Désir très bientôt pour d'autres livres. Pour l'instant, nous vous recommandons de lire avec beaucoup de plaisir et d'appétit Des Petites Culottes. Merci de suivre cette émission. Vous êtes des gens de